Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Excellences, honorable présence, c'est avec le même enthousiasme que nous vous souhaitons la bienvenue à cette deuxième journée au Forum international de la chimie 2025, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et comme vous l'avez constaté, après une première journée riche en échanges, en perspectives et en engagement, nous poursuivons aujourd'hui notre réflexion collective autour de thématiques qui sont stratégiques, qui ont été plus ou moins abordées ou annoncées hier et qui façonnent sans nul doute l'avenir de la chimie au Maroc et bien au-delà des frontières, à savoir les plateformes portuaires, de véritables hubs logistiques qui sont au cœur de la supply chain mondiale, que ce soit de la chimie ou autres secteurs. Le dessalement de l'eau de mer, et nous le vivons tous comme un sujet important, stratégique, qui mobilise tous les savoirs et toutes les connaissances des pays, notamment le Maroc, qui connaît un stress hydrique qui est structurel, la recherche, l'innovation et les talents, qui est un sujet aussi crucial, parce que nous ne pouvons pas prétendre à un quelconque développement si nous n'avons pas du tout le moteur de ce développement, à savoir le capital humain. Et comme le disait Edgar Morin, nous sommes dans un monde complexe où il faut constamment apprendre, désapprendre pour réapprendre, parce que l'innovation dépasse ce que nous vivions en quelques années en arrière. À une époque, on faisait ce qu'on appelle une invention scientifique par siècle, on en fait plusieurs par une décennie. Donc cette journée est une invitation au dialogue, à l'action, et merci de votre présence nombreuse et chaleureuse. Et nous allons commencer par un panel très important qui est la plateforme portuaire marocaine au service de la supply chain de la chimie mondiale. Et je voudrais, Mesdames et Messieurs, inviter à mes côtés, sous vos applaudissements, M. Ben Chakroun, vice-président de la FCP, pour piloter ce panel. Si Mohamed Ben Chakroun, qui est un vice-président de la FCP et en même temps dirigeant de la société Dechem, société pionnière spécialisée dans la fabrication de colorants et de distribution additifs. Merci à la régie de l'accueil. Merci à vous aussi, M. Chakroun, d'être avec nous, et je vous laisse inviter vos panélistes. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir donc ce panel consacré à un sujet qui est au cœur de notre métier et de notre réflexion stratégique, la plateforme portuaire marocaine au service de la supply chain de la chimie mondiale. Je voudrais commencer déjà par introduire nos honorables panélistes. Donc, Madame Mariam Bourtali, si vous voulez bien. Monsieur Abid, c'est Mohamed Abid. Monsieur Mantrash. Et Monsieur Youssef Ahouzi. Alors, permettez-moi de les introduire un petit peu plus extensivement. L'honneur est aux dames. Madame Mariam Bourtali est actuellement directrice du port de Jorf el-Sfar et région au sein de l'Agence nationale des ports. Alors, c'est une ingénieure d'État en génie civil, diplômée de l'école Hassaniya des travaux publics. Elle est... Déjà ? Ah, je pensais qu'il n'était pas venu. Monsieur Abinoua. Alors, c'est Abinoua, je vous demanderai ça. Ingénieure d'État en génie civil et diplômée de l'école Hassaniya des travaux publics. Elle est également titulaire d'un PhD en ingénierie et d'un MBA de la Sorbonne Business School. Avec près de 17 ans d'expérience dans le secteur portuaire marocain, elle a occupé divers postes à responsabilité, touchant à l'exploitation, au développement, à la régulation et à la gestion des infrastructures portuaires. Monsieur Mohamed Abid
a eu un parcours professionnel tout aussi impressionnant dans les domaines des infrastructures et de la gestion portuaire. Durant les 20 dernières années, il a été responsable des infrastructures à la direction des ports de Casablanca et Mohammedia, chef d'aménagement pour la construction du port de pêche de Boujdour, chef d'aménagement pour l'extension du port de Dakhlaville, chef d'aménagement pour la construction du nouveau port de Safi, et il est actuellement directeur adjoint au sein de la direction des ports et du domaine public maritime. Monsieur Abdelaziz Montrache est diplômé en commerce international avec une spécialité en transport maritime. Il apporte avec lui une expérience internationale. Il a en effet débuté sa carrière professionnelle au grand port d'Anvers, puis au port de Rotterdam, en tant que courtier d'affrètement au sein de sociétés multinationales et leader dans les transports maritimes. Tout au long de sa longue et riche carrière de plus de 40 ans, il a occupé plusieurs postes de haute responsabilité, tant dans le domaine de transport maritime que du transit international, ainsi que dans le domaine associatif professionnel. Il a agi en tant que partenaire et administrateur délégué général d'un grand groupe de transport maritime, de transit et de logistique. Il a été président de la Fédération nationale, the Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents, la FONASPA, à Londres. Il a été administrateur de la plateforme, ainsi que président du comité de la stratégie au sein de la plateforme portuaire et guichet unique Portnet. Il est actuellement CEO de Shipping Best Consulting, au sein de laquelle il agit en tant qu'expert international spécialisé dans les investissements stratégiques dans le domaine des infrastructures, du commerce international, de la logistique maritime et portuaire. Il est également président de l'Association professionnelle des agents maritimes, la PRAM, et vice-président de la Confédération des exportateurs marocains, l'ASMEX. Monsieur Youssef Ahouzi est actuellement directeur général de Portnet SA, guichet unique national des procédures du commerce extérieur, qu'il a rejoint en 2015 en tant que directeur des systèmes d'information. Il a dirigé et mis en place l'implémentation de plusieurs projets stratégiques permettant l'accélération de la digitalisation et la simplification des procédures portuaires et du commerce extérieur du Maroc. Youssef Ahouzi est engagé dans plusieurs programmes technologiques. Il est président de l'International Port Community Systems Operator pour le commerce électronique et de l'IPCSA, Executive Committee Advisory Board, et contribue dans plusieurs projets et programmes internationaux en tant qu'expert en e-gov. En plus d'être diplômé de l'école Mohammedia d'ingénieur, Youssef dispose d'un Executive MBA de l'école des Ponts Business School. Ensuite, Abinouh Rachid est ingénieur en métallurgie et sciences des matériaux et diplômé de l'Institut marocain des administrateurs. Tout au long de cette très longue et riche carrière professionnelle, M. Abinouh a occupé plusieurs postes dans le domaine maritime. Il a été directeur de l'exploitation au port de Jof-le-Sfar, directeur d'exploitation au port de Safi, et il est actuellement directeur de l'exploitation au port de Mohammedia. Je vous demande de souhaiter la bienvenue et d'encourager nos intervenants avec vos applaudissements. Permettez-moi, avant de donner la parole à nos honorables intervenants et panélistes, de dresser d'abord un contexte qui a donné lieu et qui a incité la Fédération de la chimie justement à initier ce panel. Donc, nous vivons aujourd'hui une reconfiguration profonde des chaînes logistiques internationales. Cette reconfiguration était marquée par d'abord les vives tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, qui perturbent la circulation maritime dans la mer Rouge et forcent une réorientation majeure du trafic venant d'Asie et d'Amérique. Le détroit de Gibraltar voit ainsi son importance renforcée, repositionnant le Maroc ainsi au cœur des routes commerciales globales. Deuxième point, c'est que nous vivons aussi dans le contexte d'une guerre commerciale déclarée entre les grandes puissances, les USA, la Chine et l'Europe.
Ceci accélère le fractionnement des marchés et la régionalisation. Dans ce contexte, le Maroc apparaît comme un trait d'union stratégique entre deux zones régionales majeures, l'Europe et l'Afrique. Ensuite, les impératifs du réchauffement climatique et donc par conséquent de la nécessité de la décarbonation, notamment avec le Green Deal qui a été initié par l'Europe. Ces impératifs transforment en profondeur les chaînes de valeur. Le Maroc, fort de son potentiel exceptionnel en énergie renouvelable, se positionne comme acteur clé des molécules vertes de demain, l'ammoniac, l'hydrogène, le méthanol, les alcools biosourcés, etc. Parallèlement à ça, l'industrie manufacturière marocaine connaît une accélération remarquable, notamment dans l'automobile, les batteries, comme on l'a vu hier, et toutes les filières chimiques qui leur sont associées. Plasturgie, solvants, revêtements, fluides techniques, etc. Cette dynamique s'accompagne déjà de l'émergence de nouveaux pôles chimiques et miniers au Maroc, porteurs de très fortes perspectives, comme cela a été dit hier, encore une fois, je le rappelle, dans la potasse, le fluor, l'uranium, pour ne citer que quelques exemples. Cette montée en puissance est soutenue par une stratégie royale lucide et visionnaire. Elle a été initiée et aujourd'hui est soutenue par cette stratégie, marquée par la signature précoce d'accords de libre-échange dans l'Europe, avec l'Europe, les États-Unis, plusieurs pays africains du Moyen-Orient. Cela confère au Maroc un positionnement unique, tant en tant que plateforme régionale de transformation et de distribution. À cela s'ajoute une autre initiative structurante, l'initiative atlantique du roi Mohamed VI, avec la création du port de Dakhla Atlantique et d'infrastructures sahélo-atlantiques visant à désenclaver le pays du Sahel et à les relier au commerce mondial. Le leadership mondial de l'OCP dans le domaine des engrais et de leurs dérivés illustre déjà la maîtrise logistique du Maroc dans les flux complexes et sensibles, et nous devons désormais l'élargir à d'autres segments chimiques. Enfin, le projet stratégique du gazoduc Nigeria-Maroc annonce l'entrée du Royaume dans la grande équation énergétique régionale, avec un rôle accru dans les flux gaziers, pétrochimiques et intermédiaires. C'est l'ensemble de ces éléments qui nous renforcent au sein de la Fédération de la chimie-parachimie dans une conviction profonde. Le Maroc entre dans une fenêtre d'opportunité historique, pour devenir un hub chimique portuaire au même titre que ce qu'a été Anvers et Rotterdam au début du siècle dernier. Ce panel nous permettra donc d'examiner ensemble comment transformer cette opportunité en réalité, en mobilisant tous les leviers, que ce soit portuaire, logistique, réglementaire, numérique et humain. Voilà, ça c'est pour le contexte. Je vais m'asseoir à côté de nos intervenants. Donc c'était une brève introduction de quelques éléments du contexte dans lequel nous baignons au Maroc. Je suis sûr que j'ai oublié de mentionner d'autres éléments qui contribuent à ce tunnel dans lequel nous sommes et cette fenêtre d'opportunité que j'ai mentionnée tout à l'heure. Donc je commencerai par donner la parole à Si Abid. Si Abid, vous êtes justement dans votre fonction au cœur de la stratégie portuaire du Maroc. Pouvez-vous d'abord commencer par nous brosser, je dirais, un overview de cette stratégie telle que vous la vivez, telle que vous la voyez, et ensuite peut-être nous donner une idée où se situe aujourd'hui la chimie dans la vision stratégique portuaire nationale. Merci M. Benchkaloun. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi de me retrouver
parmi vous aujourd'hui dans cet événement très important et je remercie amplement les organisateurs de m'avoir invité à cette journée pour, disons, vous rencontrer tout ce bon monde. Donc, avant de répondre à votre question, c'est juste pour vous dire que le domaine du génie civil ne peut s'en passer du domaine de la chimie. Donc, je ne veux pas parler du CIMO qui est un produit purement chimique, mais je peux vous dire que les ouvrages portuaires sont conçus pour une durée de vie de 100 ans. Une durée de vie qui est impossible d'atteindre si on n'utilise pas des adjuvants qui ne sont autres que des molécules et des produits chimiques développés par nos chers et brillants chimistes. Et là, vous voyez que nos chemins se croisent fréquemment. Donc, pour ce qui est de la stratégie, donc, le Maroc dispose, comme vous le savez, d'une stratégie portuaire nationale d'horizon 2030 qui est très ambitieuse, qui constitue soi-disant un cadre holistique et concerté et commun avec l'ensemble des acteurs dans le secteur portuaire. Ce n'est pas une stratégie isolée, et c'est bien au contraire, elle tient compte de l'ensemble des stratégies sectorielles du royaume qui ont une influence sur le secteur portuaire par la génération d'un trafic. Et je sais par exemple la stratégie Aliotis pour tout ce qui est produits de pêche, la stratégie, disons, Maroc-Fer pour le trafic agroalimentaire, la stratégie des flux énergétiques, qui est aussi très importante, l'accélération industrielle, la réparation navale et bien évidemment l'activité de l'OCP qui est importante dans nos ports, tout ce qui est activité de phosphate et dérivés. Sans oublier bien évidemment le fait de saisir les opportunités internationales. C'est pour cette raison que les plans de masse sont conçus d'une manière, soi-disant, phasée, extensible pour pouvoir saisir ces opportunités. Et lorsque je dis le fait de saisir ces opportunités, je parle aussi de cette filière très importante dont vous venez de parler, dont le Maroc se positionne actuellement fortement pour être, disons, leader en matière d'hydrogène vert. Et ces dérivés tels que l'ammoniac, les méthanol et les ISAF. Donc actuellement, les études sont accélérées pour doter le Maroc d'infrastructures portuaires dédiées, surtout pour les régions de Goulmi Ouadnoun, Dakhla et Lyon, là où l'énergie renouvelable est très prépondérante. Donc, vous savez qu'il y a déjà 7 projets qui viennent d'être shortlistés par les organes de gouvernance de l'offre Maroc. 3 projets à Goulmi Ouadnoun, 3 autres projets à Dakhla et un projet à Lyon. Tous ils sont basés bien évidemment sur l'hydrogène vert, mais avec une grande prépondérance de l'ammoniac et du ISAF. Donc, voilà. Ce contexte-là, donc, je peux dire qu'il est influencé par les efforts de décarbonation à l'international, donc l'effort de la transition énergétique, dans lequel le Maroc s'inscrit, et dans lequel l'industrie chimique elle est fortement présente par le développement de produits verts. Et c'est pour ça que dans son transition énergétique, nos ports se positionnent pour, disons, jouer, soi-disant, 3 rôles essentiels et stratégiques. D'abord, ils sont accompagnateurs dans cette stratégie verte énergétique par, disons, l'accueil, le stockage et l'export des molécules vertes. Et là aussi, les ports sont aussi appelés à réduire leur empreinte carbone par, disons, l'efficacité énergétique et hydrique, bien évidemment, la gestion environnementale intégrée et soi-disant la mobilité durable en utilisant de l'énergie verte. Et aussi servir les bateaux et les navires hackés par de l'énergie totalement verte. Et là, je donne l'exemple de Tangemed qui est maintenant elle est à 100% vert pour tout ce qui est trafic transportement parce qu'il a une rude concurrence avec l'Europe. Ensuite, les ports ils sont là pour accélérer soi-disant la décarbonation des transports maritimes par disons, le déploiement d'une installation portuaire de sauvetage dédiée au carburant vert. Et là, je peux vous dire que le ministère a piloté, en partenariat avec la Banque mondiale, une étude très ambitieuse dont le showcase consiste à produire de l'hydrogène vert, c'est de l'ammoniac au niveau de la région de Dantan, capter le CO2 au niveau de Jorf et bien sûr le sauvetage à travers de Tangemed. Merci, c'est Abid, pour ces éclaircissements. Est-ce que vous envisagez des aménagements spécifiques
Aujourd'hui, je suis sûr que Semantrash aura l'occasion de le décrire plus en profondeur, mais le secret, je dirais, du déploiement de grands ports tels que ceux de Rotterdam, de grands ports chimiques tels que ceux de Rotterdam, c'est leur intégration dans des plateformes industrielles, logistiques intégrées à l'intérieur du port ou à proximité du port. Quelles sont les installations que vous envisagez? Comment vous allez agencer tout ça? Parce que les zones de production sont dispersées et sont spécifiques, dépendamment des régions. Comment comptez-vous agencer tout ça au sein de la stratégie? Très bien. Vous savez qu'actuellement, les produits chimiques sont, soi-disant, traités au niveau de 3 ports essentiels. Là où il y a les postes chimiques qui est spécialisés, c'est au niveau de port Jafar par excellence. Madame la directrice, elle est là avec nous, elle peut vous donner tous les détails nécessaires. Il y a aussi le port de Mohammedia pour tout ce qui est produits pétroliers, butane, propane, aussi les produits raffinés. Il n'y a pas de brut pour le moment parce que la raffinerie a disparu, comme tout le monde le sait. Il y a aussi le port de Safi. Actuellement, pour la stratégie portuaire, comme j'ai dit, on a intégré la stratégie du secteur industriel. C'est vrai, on n'a pas spécifié exactement, disons, l'activité chimique, mais on est là, nos portes sont ouvertes et nos portes sont là pour servir la chaîne de valeur. Il suffit, disons, de partager vos expertises, vos travaux, l'information nécessaire pour qu'on puisse, et qu'il soit, disons, suffisamment projeté en termes de nature de produits, de volume, de trafic induit, pour qu'on puisse programmer l'infrastructure portuaire dédiée. Merci. Alors c'est une belle transition déjà justement pour donner la parole à Madame Mariam Bourtali. Alors, Madame Bourtali, vous êtes directrice du port de Jorf el-Sfar. Jorf el-Sfar est déjà un port stratégique pour la logistique des engrais et des acides. Quelle vision avez-vous pour son renforcement comme hub chimique régional? Pouvez-vous nous en parler, nous dire de votre stratégie, votre programme sur le port de Jorf el-Sfar? Merci. Merci à M. Benchkroun pour cette mise en contexte très pertinente que je me propose d'approfondir à travers des éléments concrets issus du terrain portuaire. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs de cette 3e édition du Forum international de la chimie pour leur aimable invitation et pour avoir su créer une plateforme de dialogue aussi stratégique autour de l'avenir de la chimie au Maroc. Je souscris pleinement à votre analyse. Le Maroc a su transformer les défis en levier de développement et le secteur portuaire s'impose comme un acteur central au cœur de cette dynamique au service de la compétitivité industrielle, de la transition énergétique et de l'attractivité du territoire. Effectivement, le Maroc dispose de tous les atouts pour devenir un hub chimique régional, voire mondial, notamment en chimie durable. Et cela s'inscrit naturellement dans la feuille de route portuaire. Alors pourquoi? Parce que les ports en général, ce sont les artères vitales de la supply chain chimique. Ils assurent la liaison entre les sites de production, les zones industrielles et les marchés mondiaux. Lorsqu'on observe la cartographie portuaire nationale, on constate une spécialisation claire, structurée et cohérente, pensée pour répondre aux besoins des filières stratégiques dont l'industrie chimique fait partie intégrante. Et donc actuellement, dans les ports gérés par l'ANP, on traite près de 8,5 millions de tonnes de produits chimiques et 4 grands ports se distinguent dans cette chaîne logistique. Je commence par Jorf el-Sfar, qui concentre plus de 70% de flux chimiques, avec une moyenne annuelle d'environ 4,8 millions de tonnes. Ce port est au cœur d'un écosystème intégré, incluant notamment le complexe chimique OCP
et la zone industrielle Medz. On y traite des volumes significatifs d'ammoniac, d'acide sulfurique, phosphorique, ainsi que d'autres produits chimiques qui sont destinés à son hinterland industriel. Vient ensuite le port de Safi, qui est aussi un port stratégique pour les flux d'acide phosphorique et d'engrais, avec une moyenne annuelle d'environ 1,9 million de tonnes. Puis Mohammedia, qui est certes un port historiquement pétrolier, mais avec un rôle chimique complémentaire grâce à ses installations spécialisées. Et enfin, le port d'Agadir, qui a aussi un fort potentiel, notamment pour les produits chimiques de l'agro-industrie. Donc, naturellement, s'agissant de produits chimiques, la supply chain est soumise à des exigences maximales en termes de sécurité, en termes de performance, de conformité et d'environnement. Et cela impose au sein de nos plateformes portuaires, comme Jarf el-Sfar, des standards élevés, parmi lesquels des postes taquets qui sont dédiés aux vracs liquides et aux substances qui sont classées dangereuses, des systèmes de surveillance environnementale et de sécurité, et des protocoles de gestion de risque qui sont en coordination avec les opérateurs industriels et les autorités. Donc aujourd'hui, le secteur portuaire joue un rôle structurant dans la supply chain chimique nationale grâce à des plateformes portuaires bien spécialisées, bien positionnées géographiquement et connectées avec les pôles industriels. Nous disposons d'un maillage portuaire performant, capable de traiter des volumes importants dans le respect des normes internationales. Et ce positionnement renforce davantage l'attractivité du Maroc pour les investisseurs internationaux dans le secteur chimique. Alors, face à l'émergence de nouvelles filières comme l'hydrogène vert, l'ammoniac bas carbone ou encore les matériaux pour batteries, une question légitime se pose. Est-ce que les ports sont capables d'accompagner cette ambition et cet essor spectaculaire? La réponse est résolument oui, et ce oui s'appuie sur des fondations solides, une vision à long terme, une dynamique d'investissement et un engagement fort en faveur de l'industrialisation durable. Dans la stratégie portuaire à l'horizon 2030, établie par le ministère de l'Équipement, le Maroc inscrit clairement l'accompagnement des filières industrielles au cœur de ses priorités. Et cela se traduit notamment par la création de pôles portuaires spécialisés, comme celui de Jolf, en conformité avec les exigences de sûreté, sécurité et environnement. Aussi l'ouverture au partenariat public-privé pour accélérer la modernisation et mobiliser les investissements nécessaires, et un focus sur la digitalisation, la performance et les normes internationales. C'est ce qu'il s'agit de la stratégie. Et à titre d'exemple, un exemple concret, c'est le port de Jolf. Donc, c'est pour répondre directement à votre question. Alors, au port de Jolf, qui est identifié par la stratégie portuaire nationale comme étant un port à hinterland industriel lourd, tourné notamment vers la chimie, la sidérurgie et l'énergie, des études d'extension sont déjà finalisées afin de se doter de capacités d'accostage supplémentaires, dont une partie pourrait être dédiée aux filières chimiques. Donc, aujourd'hui, les ports ne se contentent plus d'accompagner l'industrie, mais ils la propulsent. Et le secteur portuaire est en pleine transformation, en phase avec les grandes mutations de la supply chain mondiale. Et ainsi, l'ANP met à la disposition des filières stratégiques des infrastructures sûres et modernes, une logistique fiable et surtout des capacités à la hauteur des ambitions de croissance. Donc, en résumé, le Maroc a fait le choix d'un positionnement clair. Nos ports sont prêts, y compris celui de Jolf. Nos industriels sont mobilisés et les filières émergentes sont déjà en marche. Donc, il ne s'agit peut-être plus de se demander si nous deviendrons un hub régional ou mondial, mais plutôt de savoir comment aller plus vite, comment aller plus loin et comment aller ensemble surtout. Merci. Merci Madame Bortali pour cette belle présentation des ambitions des portuaires du Maroc et en particulier de celui de Jarf el-Sfar. J'enchaînerai directement sur le port de Mohammedia avec Monsieur Abinouh, qui
pourrait peut-être nous dresser la version de Mohammedia par rapport à cette stratégie et par rapport aux spécificités de ce port? Le port de Mohammedia, bon, c'est un port qui existe depuis 1914 déjà. Donc, à l'origine, on faisait du divers. Ensuite, le port a été converti à la veille de la Seconde Guerre mondiale en port pétrolier. Pétrolier, j'entends par là hydrocarbures de diverses natures, c'est-à-dire sous forme gazeuse, liquide. Comment le port de Mohammedia est interpellé sur le sujet de la chimie? Je vais vous répondre sincèrement. Quand vous m'avez posé la question, la veille même, sur impact port sur chimie, la première des choses à faire, c'était de voir déjà de quelle chimie s'agissait-il. Parce que quand on parle chimie, il y a déjà de la chimie minérale, ce qui fait qu'obligatoirement, on devrait traiter le volume minier. Export de mines en vrac, de faible valeur ajoutée, forte valeur ajoutée. Il y a des choses à dire et à redire sur ce secteur. Donc, à chaque fois, il faut aligner une solution customisée, requise par le client. Donc, et puis, il y a de la chimie organique. À Mohammedia, nous faisons à peine 120 000 tonnes de vrac liquide pour destiner à la chimie organique, toluène, hexane. Et puis, en dernier lieu, c'était la chimie énergétique. Et je pense que c'est le sujet qui est en vogue le plus de nos jours, parce que tout simplement, il y a déjà une transition énergétique vers le GNL, en premier lieu. Et on ne peut pas passer outre, il faut déjà se focaliser sur ce que serait cette transition, puisque c'est juste une transition, combien durera-t-elle? Donc il faut mettre en face les moyens qui conviennent pour traiter ce trafic. Et puis, en même temps, il y a des gens qui sont un peu en avance et qui pensent déjà directement aller vers l'énergie verte. Donc, Marsa Maroc, le port de Mohammedia, en tant que port opérateur, a l'obligation de s'aligner sur plusieurs politiques sectorielles et en particulier sur les émanations du plan stratégique national, portuaire national. C'est un plan qui, par les temps qui courent et vu les évolutions, un peu la célérité avec laquelle se passent les choses, et fait qu'on est obligé de changer fréquemment de paradigme. On est amené souvent à réfléchir à des solutions qui, tout d'un coup, se retrouvent caduques parce qu'entre-temps, il y a eu de violentes ruptures technologiques. Je pense à l'hydrogène, au méthanol et à bien d'autres choses. Donc, nous autres, notre rôle à nous, c'est faire en sorte que le port, qui est un lieu où se croisent les enjeux et les intérêts d'un vendeur et d'un acheteur, soit un lieu de conciliation entre les deux, un lieu où les intérêts se rejoignent et tout en aspirant à une meilleure performance opérationnelle, ne pas oublier que derrière il y aura une durabilité environnementale que nous ne devons pas vivre en tant que contrainte, mais qui nous servirait, comme vous l'avez si bien dit, en levier de développement. Ce qui fait que, effectivement, aujourd'hui, Tangemed est un port à 100% énergie verte. C'est quelque chose de nécessaire pour les années à venir, dans la mesure où, quand on voit aujourd'hui le nombre de navires propulsés par de l'hydrogène, par du méthanol, par du GNL, tout récemment c'était CMA-CGM, cela fait qu'on doit préparer tout ce qui est facilities au sein du port de manière à répondre aux besoins de toute la flotte qui viendra fréquenter le port. Et puis, ce faisant, quelque part, on permet la réduction des coûts de fret. Si c'est le cas, cela impacte directement
la valeur du produit, ou le prix, le coût du produit marocain à l'export. Donc, par ce truchement, nous pensons déjà optimiser le coût de passage portuaire, faire en sorte qu'il y ait un port safe, donc moins de surestaries et plus de dispatch pour nos clients, répondre aux exigences, aux besoins de ce que sera demain le monde vert, à travers la flotte, en fait, toutes les flottes maritimes qui sillonnent les EDA. Nous sommes on se situe à un carrefour, donc de manière ou d'une autre, il va falloir se plier le plus tôt possible à certaines exigences. Et si nous parvenons à impacter les coûts de fret, donc à améliorer quelque part la compétitivité de nos produits, ça serait une bonne chose. Donc on a déjà commencé, il y a eu des chantiers d'ouvert au niveau du port de Mohammedia et de Marsa Maroc pour faire en sorte que on soit bien aligné sur les orientations royales, sur les émanations de ces orientations en termes de plans stratégiques, de plans sectoriels, et nous restons optimistes dans ce sens-là. D'accord. Merci. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Siabine. Vous avez parlé du port de Mohammedia et de ses spécificités. Vous avez également commencé à toucher les caractéristiques de la logistique chimique qui sont différentes de la logistique des autres produits. Je propose donc qu'on cède la parole à Ahouzi, qui est DG de Portnet, en lui posant la question suivante. La chimie exige bien entendu traçabilité, sécurité, conformité. Comment Portnet accompagne-t-il la logistique portuaire de ces produits réglementés? Existait-il des outils dédiés? Existait-il une stratégie particulière orientée justement vers la gestion des produits chimiques et de leurs risques? Merci. Merci beaucoup, merci Simchron, merci à la Fédération pour l'invitation. En fait, par rapport à cette question, en fait, j'aimerais avant tout en fait, revenir quelques aspects qui ont été déjà mentionnés par mes collègues en fait, au niveau des ports de Jaf et Mohammedia. En fait, Portnet en tant que guichet unique et en particulier et en tant que Port Community System, donc une plateforme digitale qui permet en fait toute la communauté du portuaire et également du commerce extérieur de dérouler en fait leurs opérations d'importation et d'exportation, quel que soit le type de produit, notamment les produits de la chimie. C'est en fait une plateforme qui permet d'augmenter en fait la performance des installations portuaires, d'améliorer le passage portuaire, le délai et les coûts en alignant et en permettant en fait le partage d'informations, la réalisation des procédures et des formalités d'une façon plus facile, plus digitale, et également le partage d'informations entre les différents acteurs pour la réalisation des opérations d'importation et d'exportation, notamment dans les ports marocains. Qui dit en fait digitalisation, en fait il y a également une traçabilité et un certain nombre d'éléments qui sont en fait nativement et par design sont réalisés au niveau de la plateforme et au niveau de ces procédures pour améliorer la sécurité, la traçabilité et c'est-à-dire l'ensemble des opérations et des autorisations nécessaires pour dérouler les procédures avec les différentes parties prenantes, notamment les administrations telles que l'administration des douanes ou les autres organes qui sont en fait responsables de garantir la sécurité en fait des importations et des exportations au niveau des ports. Donc en fait cette digitalisation permet en fait deux choses. Donc déjà de réaliser les procédures documentaires donc à travers la digitalisation des procédures,
Mais en fait, l'ambition également, c'est de faciliter les opérations au sein des ports pour l'ensemble des acteurs. Notamment, nous sommes en train de travailler avec le port de Joffre sur un projet pilote avec l'Alliance mondiale pour la facilitation du commerce. Donc, c'est un projet ambitieux. En fait, c'est un projet pilote qui permet deux choses. En fait, c'est d'orchestrer en fait toute la partie procédure documentaire et formalité, et également toutes les opérations qui se passent au niveau de port à travers des échanges d'informations entre les différents acteurs de la place portuaire. Et dont l'objectif, c'est d'améliorer l'efficacité. Comme vous savez, les ports, c'est des ressources rares, donc il faudrait avoir également une intelligence dans leur utilisation, et ce qu'apporte la digitalisation et ces systèmes, c'est un peu l'orchestration qui permet d'augmenter l'efficacité et la performance de ces places portuaires, et d'également donner un tableau de bord pour l'ensemble des acteurs sur les opérations, comment elles se déroulent au niveau du port, sur la performance, et par la suite, aider dans la prise de décision, dans les plans d'action à mettre en place pour améliorer la performance au niveau des différents acteurs. Voilà. Merci. Merci Serhouzi pour cette belle présentation. Alors, nous avons la chance d'avoir parmi nous un acteur marocain qui a vécu les ports d'Anvers et de Rotterdam, en l'occurrence M. Montrache. M. Montrache, pouvez-vous, s'il vous plaît, partager cette expérience que vous avez eue au sein de ces deux ports? Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que ces ports ont connu l'essor qu'ils ont connu? Et qu'est-ce qui fait d'eux une plateforme de choix pour l'industrie chimique? Et puis, en tant qu'acteur clé dans le secteur des agents maritimes, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelles sont les adaptations nécessaires pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie chimique au niveau portuaire? Merci, Si Mohamed. J'adresse un grand merci à la Fédération. Merci à Si Abed Chagar pour l'invitation. Je suis agréablement surpris, même le deuxième jour, la salle est quasiment pleine et j'en suis ravi, croyez-moi. Il s'agit de voir et de faire un benchmark comment attirer des locomotives, des grands, pour renforcer justement l'écosystème marocain, pour rendre un port ou un terminal quasiment intégral pour la chimie mondiale. Et c'est la question. Pour qu'un terminal portuaire spécialisé dans les produits chimiques soit véritablement attrayant et compétitif, il doit s'inspirer, à mon sens, des meilleures pratiques internationales. Des exemples comme Jurong Island à Singapour ou Botlek à Rotterdam, au port de Rotterdam, montrent que la performance repose sur 6 piliers fondamentaux. Ne comptez pas sur ma mémoire pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans lorsque j'étais à Anvers ou à Rotterdam. Mais le premier pilier, c'est l'infrastructure spécialisée et sécurisée. Il est indispensable, bien entendu, d'avoir des réservoirs adaptés aux différents types de produits chimiques, qu'ils soient corrosifs, inflammables ou cryogéniques, ainsi que des zones dédiées pour les substances à risque, conformément aux normes CVSO 3 et ISO 45001. La sécurité doit être intégrée dès la conception, avec des plans d'urgence régulièrement testés et du personnel formé aux risques chimiques.
Ça, c'est une des premières conditions. Le deuxième pilier est l'excellence logistique. Cela passe par l'automatisation des opérations de chargement et de déchargement, la réduction des temps d'escale, parce qu'il faut réduire les coûts de service tarif, et surtout une connexion multimodale fluide, maritime, ferroviaire et routière. À Botlek, au port de Rotterdam, par exemple, 40 pipelines relient directement les industriels au terminal, assurant une fluidité et une compétitivité remarquables. Troisièmement, mon ami Youssef vient d'en parler, la digitalisation joue un rôle central grâce à des capteurs, Terminal of Things, au suivi en temps réel via blockchain, à titre d'exemple, et à l'intégration avec des plateformes comme Portnet au Maroc. La traçabilité devient un facteur de sécurité, de transparence et de performance. Le quatrième pilier, l'engagement environnemental, le traitement des eaux polluées, la réduction des émissions, l'utilisation d'énergies renouvelables et la certification ISO 14001 sont désormais incontournables pour rester compétitifs à l'international. Des initiatives comme la capture de CO2, déjà en place à Rotterdam, montrent la voie à suivre. Le cinquième pilier, c'est Mohamed, est le modèle économique. Il faut des tarifs clairs, des incitations à l'investissement et surtout la possibilité de co-construction entre l'État et les acteurs privés. Jurong Island, à Singapour, en est un exemple parfait, avec des zones industrielles attenantes qui créent de vraies synergies. Enfin, le sixième pilier est une gouvernance ouverte et partenariale, où les industriels, les autorités portuaires et les investisseurs travaillent ensemble dans une vision de long terme. Le Maroc, avec sa position stratégique, Tangemed, Nador Westmed, avec leurs ressources renouvelables et leur stratégie hydrogène vert, ont aujourd'hui tous les atouts pour bâtir un écosystème chimique intégré, durable et compétitif. Les meilleures pratiques pour qu'un terminal portuaire dédié aux produits chimiques soit attrayant et compétitif reposent sur 6 piliers clés: la sécurité, la logistique intégrée, la digitalisation, l'engagement environnemental, un modèle économique incitatif et une gouvernance collaborative. Merci, Mohamed. Merci Sir Abdelaziz pour ces éclaircissements et cette clarté, en tout cas dans le raisonnement. Merci beaucoup. Cela me permet d'enchaîner directement vers notre responsable stratégique, c'est Abid. Comment réagissez-vous par rapport à ces 6 prérequis que vient de mentionner c'est Abdelaziz Montrech? Existe-t-il des aménagements spécifiques, des clusters terminaux, des pipelines qui sont envisagés? Existe-t-il des plateformes qui sont envisagées, en tout cas dans la stratégie, si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir justement accueillir cette industrie naissante et à très très fort potentiel au Maroc? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président d'Afram. J'ai beaucoup admiré son intervention. Ça tombe exactement avec le principe même qu'on utilise pour, disons, élaborer la stratégie portuaire. Donc, je reste uniquement sur les produits chimiques. Actuellement, comme ça a été avancé par notre cher collègue de Port de Jansfar, les ports disposent déjà des terminaux qui traitent le trafic actuel. Ce qui est important pour nous, c'est le trafic futur.
ce qui est projeté dans le futur. Et là, on a besoin de vous. Comme j'ai dit, disons, dans nos premières interventions, on a besoin des informations pour qu'on puisse se projeter dans l'avenir et, disons, vous dédier l'infrastructure nécessaire. Pour ce faire, il faut absolument désigner les off-takers. Les off-takers, les stakeholders, désigner là où vous voulez faire les hubs, en considérant bien sûr la partie sécurité qui est très importante dans ce genre de trafic et qui peut parfois chamboler toute l'installation. Au début, je n'ai pas mentionné le port d'Agadir comme, disons, hub ou port qui traite les produits chimiques, car il y a une grande ambition au Maroc de tout transiter en dehors du port d'Agadir parce que ça présente, soi-disant, une bombe. Là, le port il se trouve à l'intérieur de la ville, donc il y a une ambition pour, disons, déplacer toutes ces installations à l'extérieur du port. Donc c'est un projet donc, imminent dont l'Agence nationale de port travaille et il y a une étude très profonde qui est en cours d'élaboration à l'intérieur de l'Agence nationale des ports. Donc, certainement, on aura besoin, comme j'ai dit, de la nature du type, la nature du produit, le volume, le trafic suffisamment projeté à l'avenir. La zone où on vous cherche à, disons, installer le hub, parce qu'on parle de hub, donc il y aura une place qui va servir les autres places. Donc, on aura besoin de ces informations. On est là, à votre service, disons, pour qu'on puisse les prendre en considération avec la célérité qu'il faut pour être au rendez-vous de vos attentes. Merci, c'est Abid. Je repasse la parole à Madame Bortali. Jorf el-Sfar est peut-être l'un des ports les plus désignés justement pour la création de ce hub chimique. Pensez-vous qu'il peut s'ouvrir à d'autres flux chimiques, autres que ceux qui découlent directement de l'activité soit directe ou indirecte de l'OCP et de l'industrie des engrais? On a beaucoup, tout au long de l'histoire de la Fédération de la chimie, discuté de l'installation de plusieurs industries chimiques au sein de Jorf el-Sfar, de la création de zones industrielles de type I1, Jorf el-Sfar étant justement une zone industrielle de type I1 qui permet justement ces installations. Est-ce que dans la stratégie nationale, puis dans la stratégie de Jorf el-Sfar, c'est ce qui est prévu? Est-ce qu'il est prévu aujourd'hui, ou est-ce que c'est une volonté de faire en sorte que toute l'industrie chimique qui doit bénéficier justement de cette impulse portuaire et de cette dynamique portuaire s'installe à Jorf el-Sfar? Comment voyez-vous les choses? Merci, M. Benchkroun, de m'avoir redonné la parole. D'ailleurs, je confirme ce qui a été dit par M. El Montrache et M. Abid, surtout concernant la gouvernance collaborative et les besoins exprimés par les industriels. Donc, s'il y a un message essentiel à faire passer sur le plan national, c'est que l'ANP ou bien l'autorité portuaire en général, ce n'est pas uniquement un gestionnaire d'infrastructures portuaires, mais c'est surtout un fédérateur de la communauté, y compris les industriels, un community manager et un business partner de développement industriel au service de la souveraineté nationale. Donc, nous portons une conviction forte, c'est que ce sont des ports modernes, sûrs, durables et intelligents qui permettront de concrétiser cette ambition du Maroc de devenir un hub chimique. Et c'est pourquoi l'Agence nationale des ports continuera à soutenir les projets structurants des filières stratégiques, à mettre en œuvre des solutions logistiques et à anticiper les besoins futurs, notamment ceux liés à la compétitivité industrielle et à la transition énergétique. Donc, nous sommes prêts et nous sommes engagés. À chaque fois qu'il y a des industries qui apparaissent, donc d'ailleurs au port de Jorf, il n'y a pas que l'industrie
des phosphates qui est là, mais il y a aussi d'autres produits chimiques, les produits détergents par exemple, dans la zone industrielle, les chlorures de potasse, les chlorures de sulfate. Et il y a maintenant un nouveau écosystème qui vient d'être créé. D'ailleurs, c'est dans ce sens qu'on a lancé les études d'extension, parce que les demandes sont énormes. Et c'est surtout le marché des batteries électriques ou électrochimiques dans l'écosystème du porc. Et donc, on est là, les études techniques sont déjà finalisées. Et une partie pourrait être effectivement dédiée aux filières chimiques s'ils ont besoin de capacité d'accostage au port. Donc, en fait, ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement une transformation logistique au niveau du port ou bien une extension de ces infrastructures, mais c'est le positionnement du Maroc dans une filière comme celle de la chimie, une filière qui a un avenir durable, compétitive et connectée au monde. Donc, en dernier mot, je crois que l'ANP et les acteurs portuaires en général ne peuvent être que fiers de contribuer pleinement à l'essor de l'industrie chimique. Merci Madame Bortali. Si Abinouh, en ce qui concerne le port de Mohammedia, comment envisagez-vous sa position dans l'échiquier des ports du Maroc? Vers quelle spécialisation sommes-nous en train de nous diriger? Pouvez-vous nous donner une visibilité sur la direction que souhaite prendre le port de Mohammedia et comment il peut appréhender sa contribution à l'installation de l'industrie chimique? Comment le port de Mohammedia pourrait le faire? À Mohammedia, je n'ai pas malheureusement de plan à exposer. Vous avez un port intérieur, vous avez un terminal pétrolier qui dispose des plus grandes profondeurs au Maroc. C'était à l'origine initialement réservé pour les grands pétroles, les supertankers de pétrole brut. Et puis entre les deux, vous avez un embryon de port. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en 86, juste après la construction du terminal pétrolier, on avait entamé la construction d'une digue secondaire pour avoir un bassin d'eau protégé, et tout cela pouvait permettre la création d'un port intermédiaire entre le port intérieur et le port. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra y mettre? Cela dépendra des taux de saturation qu'on aura constatés au niveau des ports de Jorf el Sfar et de Casablanca. Pour le moment, est-ce qu'on frôle la saturation à Jorf? Je ne saurais répondre. Bien que, bon, j'ai passé à peu près 5 ou 6 ans au Jorf, il y a des choses à dire et à redire. Bon, vous avez du butane, vous avez du propane, du coke de pétrole, du charbon, de l'ammoniac, du soufre en vrac, du soufre en liquide, tout type de produits inflammables, explosifs, mal concentrés en un lieu. C'est un peu, je me pose la question. D'ailleurs, c'est un peu le vécu de Mohammedia. Mohammedia recevait sur les 10 millions de tonnes d'hydrocarbures que consommait le Maroc, Mohammedia recevait, on allait parfois jusqu'aux 10 millions. Et ensuite, on faisait du cabotage vers les autres ports. Donc, il y a peut-être un aspect sécurité à voir de très près, un aspect stratégique en termes de pérennisation d'approvisionnement, et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis, il y a une nécessité de diversification, ne serait-ce que pour répondre un peu aux autres industries, aux autres manufactures de proximité et qui ne sont pas forcément chimiques. L'objectif est de servir globalement l'intérêt économique national. Que deviendrait Mohammedia? C'est simple. Quand vous avez des postes spécialisés vrac liquide, gaz aussi, vrac gazeux, ça coûte pas cher de les convertir. Donc, je suis certain que
on pourra montrer le jour J une grande agilité à cette conversion. Sachant que dans l'Interland immédiat du port, il y a des choses qui se passent. J'ai vu de très près l'AMI lancé par le ministère de la Transition énergétique sur le GNL, et on parle d'un gazoduc qui viendra jusqu'aux abords de Mohammedia. Donc je m'autorise à penser poste gazier, cavité saline de stockage, ce sont les plus grandes que nous avons au Maroc, et Somas. Donc, il y a possibilité de muer, d'aller vite vers tout ce qui est transition énergétique. J'entends par la GNL et surtout green energy, aussi bien méthanol, hydrogène, tout le reste. Sachant que la plateforme première, ça sera l'OCP Jorf. Et c'est une... Je crois que nous sommes à la veille d'une révolution industrielle. Je m'explique tout facilement et je me permettrai d'empiéter un peu sur des prérogatives qui ne sont pas les miennes. Maghreb à la Chine, c'est 70% à peu près des réserves de phosphate. La Chine, elle se suffit à elle-même. C'est ce qui a fait de nous des price-makers le phosphate. Or, les engrais, c'est de l'azote, du phosphate et de la potasse. Ce qui nous faisait défaut par le passé, c'était l'azote et la potasse. La potasse, la moitié le scandale géologique, le vrai, où on a la moitié de la potasse qui est au Canada. Heureusement, fort heureusement, on a commencé à découvrir du gisement à neuf, la vallée d'Oued-Bet, et peut-être en fouillant un peu plus loin, on trouvera autre chose. Et puis l'azote, pour faire de l'azote, il faut de l'ammoniac, il faut être un pays gazier, pétrolier. Nous ne le sommes pas. Donc, l'apport de l'énergie verte du côté de Dakhla va générer, on aura donc de l'azote, c'est sûr, du green, donc moins de taxes carbone à payer, et un produit compétitif. Pour le potasse, espérons qu'on se dépêchera d'aller récupérer la potasse marocaine en premier, parce que ça pourrait également faire du business pour Mohammedia, pour le transport de la potasse par cabotage déjà, et ça va grandement servir l'OCP. Donc je ne crains pas l'avenir, je demeure optimiste, et vivement le green. Merci. Merci Sia Benouh pour cette réflexion. Je voudrais enchaîner avec Sia Houzi. Pensez-vous que nous pouvons envisager aujourd'hui déjà une plateforme digitale spécifique pour les produits ADR, une plateforme Céveso par exemple, une plateforme digitale, je parle de la digitalisation et des procédures, la digitalisation de la sécurité de nos ports, une plateforme dédiée aux produits chimiques. Merci beaucoup pour cette réflexion. Ça dépendra en fait des besoins spécifiques de cette filière et des opérateurs économiques qui, on va dire, opèrent dans cette filière-là et de leurs demandes. Donc pour nous, on est vraiment à l'écoute de toutes les filières, que ce soit à l'import, à l'export, pour en fait leur donner un service qui convient pour c'est-à-dire leurs opérations au quotidien, pour qu'on puisse améliorer leur compétitivité et leur productivité. Donc je pense que en fait, le besoin est là. Maintenant, il faut que les opérateurs, les fédérations puissent exprimer ce besoin pour qu'on puisse travailler ensemble avec les ports, avec les différents acteurs pour en fait offrir un service qui va être, on va dire, adapté à la nature de ces produits, aux questions qui se posent, donc la sécurité, la performance, et également la traçabilité. Et comme a mentionné tout à l'heure
montage sur la partie en fait récupération des informations en utilisant de l'IoT, en automatisant les opérations, automatisant les enlèvements et le déchargement des navires. Donc tous ces aspects-là, on a c'est-à-dire une plateforme ou une base qui est là à travers Portnet et à travers en fait tous les autres plateformes interconnectées à Portnet pour permettre en fait d'adresser en fait les besoins spécifiques de la filière. Voilà. Merci. Alors, je donne la parole à Simon Trash pour poser cette fois-ci une question beaucoup plus spécifique. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait professionnaliser davantage les intervenants privés pour accompagner cette chimie des spécialités portuaires? Là, je m'adresse à votre casquette, je dirais, d'agent maritime. Comment est-ce que, justement, cette profession peut accompagner ce déploiement du Maroc en tant que hub logistique chimique? Merci, Sima Mohamed. Effectivement, nous vivons aujourd'hui une transformation profonde des besoins logistiques liés à l'industrie chimique. Ces besoins deviennent non seulement plus complexes, mais aussi plus exigeants et stratégiques. On observe d'abord une montée en spécialisation. Les produits chimiques ne sont pas des marchandises ordinaires, ils nécessitent des installations spécifiques, des cuves en inox, atmosphère inerte, maintien de température, gestion de produits corrosifs ou toxiques. Ils sont également soumis à des réglementations très strictes, telles que le code IMDG et ce que tu as dit, Si Mohamed, les normes ADR ou ces vaisseaux. Il faut donc des chaînes logistiques conçues sur mesure. Par ailleurs, les industriels de la chimie sont aujourd'hui confrontés à une pression environnementale croissante. On leur demande de réduire leurs empreintes carbone, y compris dans leur logistique. Cela se traduit par une attente forte en matière de logistique verte. Des ports éco-certifiés, un équipement électrique, traitement des eaux et des émissions. Nos plateformes doivent donc évoluer vers des modèles durables et responsables. Enfin, le besoin de traçabilité s'intensifie. Les acteurs de la chimie veulent du contrôle et de la visibilité en temps réel sur l'origine des produits, leur conformité réglementaire, leur délai, leur itinéraire. C'est ici que la digitalisation devient un levier clé. Et c'est là où Portnet peut jouer un rôle prépondérant. Face à cette mutation, le rôle du consignataire de navire prend une nouvelle dimension. Trop souvent perçu comme un simple intermédiaire administratif, il est en réalité l'un des maillons les plus stratégiques de la fluidité portuaire, en particulier pour les cargaisons sensibles comme les produits chimiques. Le consignataire est le coordinateur central entre le navire, le port, l'autorité douanière, l'importateur et l'expéditeur, les services sanitaires, environnementaux et bien d'autres encore. Dans la chimie, où chaque retard peut générer des risques de sécurité, de contamination ou de surcoût, sa capacité à anticiper et à préparer tous les documents par anticipation, à déclencher des inspections et à maîtriser la réglementation devient essentielle. Aujourd'hui, les meilleurs consignataires sont également ceux qui sont digitalisés,
en étant connectés au système portuaire comme Portnet ou en exploitant des plateformes de traçabilité intégrées. Ils permettent une gestion en temps réel des escales, des marchandises et des alertes éventuelles. Ils deviennent des partenaires à part entière dans les performances logistiques globales. Au Maroc, nous avons déjà des exemples concrets. À Tangemet, à titre d'exemple, les consignataires contribuent pleinement à la fluidité record des escales grâce à une coordination numérique efficace. À Jorf Lasfar, pour des cargaisons comme l'ammoniac ou l'acide sulfurique, le rôle est crucial pour garantir la sécurité des opérations et optimiser le temps d'immobilisation du navire. Et demain, à Nador Westmed et à Dakhla Atlantique, avec l'arrivée des flux liés à la chimie verte et aux énergies renouvelables, ils devront s'adapter à de nouveaux standards environnementaux et logistiques. En conclusion, les besoins logistiques de la chimie mondiale évoluent vers plus de sécurité, de traçabilité, de spécialisation et de durabilité. Dans cette transformation, le consignataire de navires n'est pas un simple agent portuaire. Il devient un orchestrateur logistique, cet acteur intelligent qui fluidifie, sécurise et connecte la chaîne maritime au monde industriel. C'est pourquoi il est impératif que cette profession continue à se former, se spécialiser, se digitaliser pour jouer pleinement son rôle dans cette supply chain chimique en mutation. Et en conclusion, si tu permets, si Mohamed, je voudrais dire quelque chose. Est-ce que l'idée d'avoir un hub chimique, un port hub chimique pour la chimie mondiale, est-ce que c'est une idée superflue ou est-ce que c'est une revendication légitime? Et je pense qu'il faut en débattre ici. Je vais évoquer une success story marocaine dont tous les Marocains sont fiers, c'est le success story de Tangemet, qui est aujourd'hui au 17e rang mondial. Il est en 4e ou 3e rang en ce qui concerne la productivité. Et si, à l'époque, celui qui a fait l'étude de faisabilité au début des années 2000, il n'avait pris en considération que le flux domestique des conteneurs. À l'époque, il ne dépassait pas le 1 million de TEUs. Jamais le Maroc n'aurait investi dans le port de Tangemet. Aujourd'hui, à Tangemet, puisqu'on a considéré les flux qui viennent du nord, de l'est vers l'ouest et qui passent par le détroit de Gibraltar, on a pris en considération les augmentations dans la Méditerranée de tout ce qui est transbordement de conteneurs. Eh bien, ce port a connu ce succès. Et aujourd'hui, on était à 9 millions, à 1 million de TEUs aujourd'hui, on est à 9 millions de TEUs au port de Tangemet. Et ce n'est pas suffisant parce que le port de Nador Westmed a fini ses travaux de construction et déjà il est prévu dans une première phase de 3,5 millions de TEUs. La chimie, c'est exactement pareil. Vous m'excusez, mais si on se base sur tout ce qui est domestique, on va considérer que ce n'est pas assez, on ne peut pas investir. Par contre, si on prend en considération la proximité avec le plus grand marché du monde, qui est européen, les relations que nous avons avec l'Afrique, nous pouvons considérer d'avoir un port, c'est tout à fait légitime, un port, un hub de chimie pour la chimie mondiale. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, c'est Mantrache pour cette belle conclusion. Alors, avant d'ouvrir le débat, quelques questions, parce qu'on est à court de temps, pas beaucoup. Je voudrais vous confirmer que ce n'est pas un vœu pieux. En tout cas, au sein de la Fédération de la chimie, nous y croyons dur comme fer. Et c'est un sujet que nous avons évoqué à plusieurs reprises et chacune des réunions que nous avons eues pendant les 3 dernières années, chacun des forums de la chimie parachimie. Donc nous y croyons dur comme fer. Par contre, j'aimerais suggérer
En conclusion, au vu de des participations de tout un chacun et de la belle énergie que nous ressentons aujourd'hui au sein de ce panel, j'aimerais proposer qu'il y ait, à la suite de ce forum, la création d'une commission mixte dans laquelle chacun des acteurs, ici parmi nous et probablement d'autres, soit présent pour justement définir la stratégie qui nous portera vers cet objectif. C'est très, très important. Et j'aimerais aussi rappeler que la stratégie ne viendra pas uniquement de la demande de l'industrie, elle viendra également de la demande des gestionnaires des ports, de la demande de la stratégie nationale. C'est-à-dire que la création de l'industrie et la création du hub viendra autant d'acteurs comme vous que d'acteurs privés au sein de la Fédération de la chimie. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, j'aimerais qu'on avance là-dessus ensemble avec vous, comme l'ont mentionné chacun de vous déjà dans les débats. À présent, j'ouvre le débat à quelques questions. Allez-y. Salam alaikum. Bravo. J'ai suivi en fait le panel depuis le début. Ardouane Helloui, le président de la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications, de l'offshoring. Donc forcément le digital, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité. Et alhamdoulilah, il y a une prise de conscience notamment sur la digitalisation. Et Portnet porte le sujet depuis pas mal d'années et a fait un excellent travail. Et puis nos membres, bien entendu, de la Fédération, qui ont une expertise dans la digitalisation, l'accompagnement, se tiennent à disposition pour accompagner le secteur, effectivement, là-dessus. En fait, quand j'ai écouté en fait tous les, je dirais, toutes vos contributions dans deux panels, moi, il y a un sujet qui me vient en tête, c'est quand on parle de connectivité, on parle de connexion Internet, on parle de câbles sous-marins, des câbles sous-marins qui passent au large de notre pays. Il y a à peu près 4, voire un 5e en cours. Et quand on voit certains pays qui ont plus d'une dizaine, voire une vingtaine de câbles sous-marins, donc on parle aujourd'hui de port numérique, puisque l'infrastructure, effectivement, elle est là, et permet effectivement de connecter. Et l'idée, ma question, c'est vous qui êtes effectivement, parce que tout à l'heure, c'est Abid, vous disiez, on a déjà l'infrastructure, on a besoin de savoir quelles sont les demandes effectivement pour pouvoir, je dirais, dimensionner pour le futur. Toute l'expertise, elle est là. Mais ma question, elle est là, elle est plutôt numérique. Est-ce que vous avez déjà été sollicité? On a les opérateurs, on a, que ce soit nationaux ou internationaux, où effectivement le Maroc, il a une appétence, enfin un intérêt à amener à être connecté. Et honnêtement, c'est devenu le nerf de la guerre, cette connectivité, puisque tout passe par le sous-marin. On a vu quand l'Espagne et le Portugal, l'électricité est tombée, à un moment donné, Orange Maroc, chez nous, on a été touchés. Les autres, non. Donc il y a une réflexion, et les ports ont un véritable rôle à jouer en termes d'infrastructure pour effectivement interconnecter tout cela. Merci. C'est effectivement, pour votre question, je vous donne un seul exemple que j'ai vécu pendant mon expérience à la direction des ports. Cet exemple, il est toujours à l'heure actuelle, qui n'est pas encore exécuté. C'est le projet X-Links, si vous le savez. C'est une ligne qui va lier, disons, une zone pour la production d'électrons verts au sud, au niveau de Tantan, au UK. On considère, disons, sérieusement ce projet. C'est, disons, à cause de ce projet qu'on a positionné deux grandes infrastructures. D'abord, la station de dessalement qui se trouve à Tantan, qui est en cours de, disons, l'étude finalisée, elle va être bientôt mise en phase de construction. Et aussi le nouveau port de Tantan, le Greenfield, qui sera là pour traiter, disons, la filière de l'hydrogène vert.
Donc, pour ce qui concerne les lignes, on considère uniquement cette ligne X-Links entre le Maroc et le UK. Pour les autres, pour le moment, je n'ai pas un projet en tête, mais je vous dis, on est là. Si jamais vous avez de l'information, on peut toujours le prendre en considération et l'intégrer dans notre stratégie portuaire. Merci, Sirabit. Je pense une dernière question, s'il y en a. Et si... Allez-y. Bonjour à tous. D'abord, je voulais vous remercier pour cette intervention. C'était très, très pertinent, hein, l'intervention de chacun. Donc, moi, c'est M. Badadi. Je suis ingénieur de métier, d'abord. Et je suis responsable d'une ingénierie qui vient de s'installer fraîchement au Maroc. Alors, on travaille beaucoup avec des chimistes. On a accompagné des chimistes en France. Maintenant, on cherche à les accompagner ici au Maroc. Et ma question, en fait, par rapport à votre intervention. Alors, d'abord, je voulais dire que, effectivement, hein, par rapport à votre question, M. Montrache, la question est-ce que c'est une bonne chose de se poser, de dire est-ce qu'il faut réfléchir à l'avenir? Moi, je dirais oui. On a vu hier à l'intervention de toutes les personnes qui sont venues. On voit qu'il y a des nouveautés, on voit qu'il y a des développements, etc. Et puis en même temps, on regarde ce qui se passe en Europe. Alors aujourd'hui, la chimie en Europe, elle est en train de prendre un grand tournant. Donc on voit très bien qu'il y a de la décadence, malheureusement, dans certains domaines, notamment chez certains chloriers, à cause des problèmes énergétiques, à cause des problèmes géopolitiques, et aussi à cause de vieillissement des infrastructures. Donc aujourd'hui, il y a des infrastructures en Europe qui sont très très vieillissantes. Il y en a certains qui ont 200 ans, et le coût de leur mettre à neuf fait que le coût de revient, le prix de vente n'est plus en accord avec le marché. Et c'est là où on se dit qu'au Maroc, on a une très très bonne opportunité pour rentrer dans ce marché-là. Et si on ne se pose pas les bonnes questions au niveau logistique, effectivement, on aura un goulot. Si le développement de la chimie part plus vite que le développement des infrastructures, on aura un goulot. Comment transporter, comment exporter tous ces produits-là. On sait très bien qu'on a des infrastructures qui sont existantes, un port au Mohammedia qui date depuis très très longtemps, qui est équipé, qui était équipé. Alors je pense qu'aujourd'hui, le flux qu'il y a aujourd'hui, il est inférieur à ce qu'il y avait par le passé où il y avait les éléments. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a défini un plan d'action? Est-ce qu'il y a un plan d'action qui est défini? Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de mettre en place un groupe de travail dans lequel on définirait des priorités qui seraient en accord avec le développement qui est en parallèle? Voilà. Permettez-moi de répondre à cette question, Simon Montrache, à votre place, je vous en prie. Justement, vous arrivez à la même conclusion que nous tous aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on se réunisse et il faut effectivement que nous mettions en place ce plan d'action et que nous préparions justement cette transition qui ferait du Maroc le hub de distribution de produits chimiques que nous prévoyons. Tout ce qui a été dit entre hier et aujourd'hui nous porte vers la même conclusion. C'est que nos chances sont réelles, nos opportunités sont réelles et elles sont déjà là. Il faut absolument qu'on se mette, je dirais, en phase le plus rapidement possible. Et je pense que c'est une très très belle manière de conclure ce panel. Je voudrais finir par remercier l'ensemble de nos panélistes et vraiment très chaleureusement, leurs interventions étaient très pertinentes et très instructives. Voilà, et je vous demande de les applaudir. Merci. Micro, s'il vous plaît. J'en profite aussi, Si Mohamed, pour vous féliciter pour l'orchestration magistrale et la gestion de ce panel. Une photo et on enchaîne tout de suite après sur le prochain panel. Merci. Merci à tous.